Donc, chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux avec l'audition de messieurs Charles-Antoine Gauthier, directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, David Beauvisage, directeur général adjoint, et Régis Ten, chef du département cycle de l'eau. Donc, messieurs, chers collègues, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique et avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc successivement à prêter serment et à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main et en disant « je le jure ». Donc je vous propose de commencer par Monsieur Charles-Antoine Gauthier. Oui, je le jure suffit, mais Monsieur David Beauvisage. Je le jure. Et Monsieur Régis Ten. Merci. Je vous remercie également de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt, si vous en avez. Et puis, avant de vous donner la parole pour une intervention d'une quinzaine de minutes, puis ensuite il y aura les questions des rapporteurs et des collègues, je vais donner la parole à notre collègue Thomas Dossus qui va vous présenter les axes de travail de notre commission d'enquête. Mais avant, je dois m'excuser parce que j'accueille M. Bourlange dans une autre instance à 18h tout à l'heure. Et c'est notre collègue Bernard Buis qui prendra la présidence de la commission. Voilà. Je donne la parole au rapporteur de la commission. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre demande d'audition. Oui, c'est une commission d'enquête sur la libre administration des collectivités et au regard d'un certain nombre d'enjeux. Nous avons auditionné beaucoup d'élus et d'associations d'élus pour comprendre les difficultés dans lesquelles étaient certaines collectivités au regard d'un certain nombre de réformes fiscales et de réformes de leur mode de financement et aussi des acteurs de la transition qui nous ont permis de comprendre un peu la place que prenait la transition aussi désormais dans le budget des collectivités. Et il nous a semblé intéressant d'avoir votre point de vue à l'échelle de votre fédération sur ces enjeux-là. Et donc, on va vous laisser la parole quelques minutes pour suivre un peu les réponses aux questionnaires qu'on vous a envoyés. Et puis, on échangera ensuite à travers un certain nombre de questions. On en a pour une petite heure, si vous le voulez bien. Donc, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas comment vous avez prévu de vous répartir le temps de parole, mais je vous laisse. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Donc, on va essayer de faire une intervention à 3 voix, selon les différentes compétences de notre fédération. Peut-être une présentation rapide. Donc, la FNCCR, c'est une fédération uniquement de collectivités locales. On n'avait pas d'entité privée en notre sein. On gère l'essentiel des services publics locaux en réseau, qui sont essentiels, l'énergie en particulier avec l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid, l'éclairage public, la mobilité décarbonée et les déchets, l'eau et l'assainissement. On ira un mot tout à l'heure. Et puis le numérique depuis quelques années, puisque l'ensemble de ces services publics se modernise et se nécessite des téléopérations. Alors au-delà des réseaux publics, d'initiatives publiques, on a également une gestion autour de la donnée, de la cybersécurité et des nouveaux usages. Donc notre fédération, elle a un rôle en matière de fédération, de vie associative des acteurs, où on essaye de tirer les enseignements des meilleures collectivités en quelque sorte avec des retours d'expérience et des bonnes pratiques mises en place par les uns ou les autres. On essaie de tirer tout le monde vers le haut. On a un rôle en matière de coordination, d'organisation et de proposition de modèles de contrats qu'on gère pour les collectivités, notamment avec les grands opérateurs énergéticiens, donc dans la transition énergétique, mais aussi sur l'eau et l'assainissement. Et donc on propose ces modèles-là qui sont déclinés localement avec Enedis, EDF, GRDF, bien entendu, sur la partie gaz, et puis les autres opérateurs énergéticiens. Donc ça a vocation à se dupliquer sur les territoires. On a un rôle également en termes d'accords cadres, de propositions, de conventions liées à la transition énergétique. Et on accompagne les territoires également sur la mobilité décarbonée. On s'est investi longuement auprès des services de l'État
pour la mise en place de schémas directeurs des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et on a impulsé la dynamique avec nos adhérents. Donc on est une force d'animation et de force de relais auprès des collectivités, au plus près de la population, pour pouvoir enclencher les dynamiques territoriales. On a également un rôle en matière de formation, puisque notre fédération est organisme certifié Calliope au niveau des agents et des élus, pour essayer de les inciter à se mettre dans la dynamique de cette transition énergétique. Et on complète le sujet par tout un tas de documentation, de guides, de ressources, donc mises à disposition des collectivités. Et on s'est engagé aussi dernièrement dans un programme C2E, de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics qui s'appelle ACTE, accompagnement des collectivités pour l'efficacité énergétique des bâtiments publics, qui permet, avec l'appui de notre réseau d'économes de flux, de pouvoir dynamiser des études sur les territoires, d'accompagner l'instrumentalisation des bâtiments et d'être dans une perspective d'un euro, un euro aidé permet de 10 euros investis sur le terrain. Donc là, vous financez des projets ou vous êtes juste dans les études? On est dans la partie études, accompagnement, avec des moyens humains derrière qui permettent de relayer sur les territoires un certain nombre d'opérations. À l'heure actuelle, on a 340 économes de flux qui sont sur le terrain, en sorte d'accompagnement d'ingénierie territoriale qui permettent aux élus, aux équipes de voir comment réaliser une rénovation d'école, une rénovation de salles des fêtes, de bâtiments publics, de loisirs, de théâtres, de piscines, etc. Donc on a une transformation quand même après cette réalisation d'appui en termes d'ingénierie d'études qui permet un investissement 10 fois supérieur à ce qui est initialement prévu. Donc il y a quand même une nécessité d'accompagner le sujet. Voilà, peut-être pour caler un peu le propos, et je vais passer la parole à mes voisins, David Beauvisage, directeur général adjoint. Merci de votre accueil. Alors, pour ma part, 10 minutes, et c'est très court. On a décidé de se répartir la charge de travail. Moi, je vais essayer de traduire ici un petit peu les préoccupations des élus des collectivités que nous représentons. On a à peu près 850 adhérents, tout type de statuts confondus. On a aussi bien, mais prioritairement, des intercommunalités et notamment des grands syndicats d'équipement à la maille départementale. C'est le cas en matière d'énergie, c'est le cas aussi en matière d'eau et d'assainissement dans une moindre mesure, mais également des EPCI à fiscalité propre de type communauté de communes, jusqu'au niveau le plus intégré des métropoles, des départements également. Et je dirais, votre audition tombe à point nommé, puisque la semaine dernière, on était en réunion avec une partie des élus des adhérents qui ont fait remonter un certain nombre je dirais, du sentiment sur le terrain, comment est vécue la situation actuelle. Alors, j'ai plutôt axé mon propos sur 4 points qui concernent l'énergie. Mon collègue Régis parlera d'eau. Et ce que l'on veut dire d'une manière générale, on veut sensibiliser au fait que les collectivités et les élus locaux que nous représentons ont parfois l'impression d'assister à un écart grandissant entre les objectifs de certaines politiques publiques nationales qui sont présentées comme prioritaires, c'est le cas de la transition écologique bien entendu, et les moyens financiers qui sont alloués pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans ce cadre. Alors, ils comprennent tout à fait les contraintes budgétaires qui sont de plus en plus fortes et qui s'imposent, je dirais, à l'ensemble des acteurs, mais font plusieurs constats et plusieurs propositions. Et c'est ces 4 points que je vais maintenant présenter très rapidement pour illustrer mon propos. Alors, le premier point, c'est au-delà du débat un peu récurrent entre autonomie fiscale et autonomie financière des collectivités locales, les élus que nous représentons constatent que le remplacement de certaines taxes ou de certains impôts par des dotations de l'État est généralement perçu comme une recentralisation inquiétante, rampante, et une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Alors, pour étayer ce propos, on peut parler de la réforme des taxes locales sur l'électricité qui a été adoptée dans la loi de finances pour 2021 et qui a vu ces taxes à une composante communale et une composante départementale intégrées dans l'accise nationale sur l'électricité pour répondre à une injonction de la Commission européenne au nom des atteintes réelles ou supposées au droit à la concurrence. Alors, pour les collectivités que nous représentons et spécifiquement les grands syndicats d'énergie, en leur qualité d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, c'est important puisqu'ils perçoivent une fraction de la taxe communale
à la place de leurs communes membres, que ce soit à titre obligatoire lorsque ces communes sont rurales, au moins de 2000 habitants, ou alors à titre facultatif, c'est-à-dire sur délibération concordante, quand ces communes sont classées en régime urbain au titre de leur population. Et ça, c'est important, puisqu'avant, il y avait un système de modulation locale des tarifs. C'est un peu technique, via un coefficient multiplicateur, mais qui donnait une réelle autonomie fiscale. Cette autonomie fiscale a été supprimée au nom du respect de ces taxes avec une directive, ce qu'on appelle la directive sur la taxation de l'énergie, qui a été adoptée en 2023 et qui n'autorise pas des modulations tarifaires à une maille infrarégionale, si vous voulez, ce qui a conduit à cette réforme. Le deuxième exemple, c'est que plusieurs décisions récentes semblent en contradiction directe avec les engagements et les objectifs de notre pays en matière de transition écologique. Alors, s'agissant de l'eau et de la loi de finances pour 2025, mon collègue va en parler dans quelques instants, mais évidemment, pour l'énergie, on ne peut pas manquer de citer la baisse des crédits du Fonds vert et du Fonds chaleur, qui ont bien entendu un impact direct sur les projets développés par les collectivités locales dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, et c'est notamment ce que nous fait remonter. Un certain nombre de projets qui étaient en cours et qui étaient envisagés vont se trouver directement impactés, et c'est finalement logique par les décisions qui sont prises. Et donc, là encore, comme l'écart est grandissant entre les objectifs et les moyens, on va prendre évidemment du retard. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est soumise à l'Assemblée nationale de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a des objectifs très précis et des engagements pour atteindre un mix énergétique avec des parts par filière. Il est évident qu'au bout d'un moment, s'agissant de projets qui nécessitent un soutien de la puissance publique pour atteindre, je dirais, un certain niveau de rentabilité et d'acceptabilité, à partir du moment, je dirais, on remet en cause, je dirais, des politiques de soutien, ça va avoir un impact direct et ça pose la question, finalement, du décalage entre les objectifs qui sont fixés et les moyens pour les atteindre quand ces politiques publiques nécessitent, pour leur viabilité économique, un soutien de la puissance publique. Et à cet égard, on peut aller plus loin, et on a entendu parler beaucoup chez nos adhérents, ce qu'on appelle les politiques du stop and go. Finalement, il y a une demande pour que, finalement, on arrête, dans un souci de clarté, de stabilité, de lisibilité, de soutenir activement certaines filières avec des mesures d'aide qui sont décidées en loi de finances et pour ensuite les stopper alors que certains projets localement ont été bâtis en intégrant ces soutiens. Donc le modèle économique, si vous voulez, est directement impacté et ces politiques de stop and go sont souvent mal comprises et aussi donc mal vécues sur le terrain. Donc ces volte-face finalement pour les élus que nous représentons tendent à apparaître comme contradictoires, pour ne pas dire schizophréniques, lorsqu'elles ne sont pas assumées totalement. Ce qui finalement milite pour aller jusqu'au bout du geste et pour assumer le fait de remettre, je dirais, en cause certains objectifs ou de les réévaluer à l'aune des décisions budgétaires. Or là, on a l'impression qu'on maintient des objectifs, peut-être dans un objectif avant tout de communication, et derrière, les moyens ne suivent pas, ce qui est très mal compris de la population des élus locaux que nous représentons. C'est le cas, par exemple, pour prendre toujours un exemple précis, de ce qu'on a appelé l'arrêté tarifaire S21, c'est-à-dire que la puissance publique encourage par un tarif d'achat le photovoltaïque, la production d'électricité photovoltaïque. Il y avait évidemment un arrêté qui fixait les conditions d'achat et je dirais sans concertation, étude d'impact préalable, une décision a été prise, il y a eu un nouvel arrêté avec des conditions nettement moins avantageuses. Alors, quel que soit, je dirais, les objectifs, on peut le comprendre par ailleurs, mais ça a pour but, je dirais, de mettre un frein. Il y a des projets, on nous a dit, qui avaient été mis en place par certains, par exemple, grands syndicats d'énergie directement via leur SEM de production. C'est-à-dire qu'ils avaient acheté pour parfois plusieurs millions d'euros de panneaux photovoltaïques dans le cadre de ces projets, qui sont totalement percutés par ces décisions. Et ils se posent la question, les élus que nous représentons, de savoir comment ils vont pouvoir les utiliser. Donc il y a des conséquences, si vous voulez. Tout ça a été fait un petit peu, je dirais, dans la précipitation, surtout sans concertation et études préalables. Et enfin, le dernier point, c'est ce que je viens de dire, c'est que les politiques sont souvent décidées et les changements de cap sans véritable concertation et ni étude d'impact préalable. Pour prendre un exemple,
peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu un changement d'allocation budgétaire dans la loi de finances pour 2025 s'agissant du compte d'affectation spéciale FACÉ, qui est un dispositif de péréquation des charges d'investissement sur les réseaux de distribution d'électricité, qui compense finalement l'absence de rentabilité des investissements en zone rurale quand les travaux sont réalisés par les collectivités sous leur maîtrise d'ouvrage. Quand ça n'est pas le cas, c'est le concessionnaire, pour ne pas le citer, Enedis, qui est maître d'ouvrage de ces travaux. Là encore, pour des raisons à la fois de simplification dans la gestion du dispositif et de sécurité juridique par rapport apparemment une demande de la Commission européenne par rapport à une jurisprudence communautaire, notre fédération a été, je dirais, informée sans concertation ni étude préalable de ce changement d'allocation budgétaire. C'était cette année. Alors, il est vrai que, en contrepartie, et le Sénat s'était mobilisé, les collectivités ont obtenu une revalorisation à hauteur de 5,3 millions de l'enveloppe du CAS FACÉ, qui est passé de 360 à 365,3. Mais on tient à attirer votre attention sur le fait que cette enveloppe en euros courants, depuis la création du CAS en 2012, n'avait pas augmenté d'1 euro. Elle était à 360 millions. Alors, par exemple, il faut financer des travaux, des investissements sur les réseaux pour les adapter aux enjeux de la transition énergétique, les rendre plus résilients à des phénomènes climatiques de plus en plus nombreux et intenses. Par exemple, Enedis, dans son plan de développement, a estimé ses besoins d'adaptation sur la période à venir, je crois jusqu'en 2040, à un peu moins de 100 milliards d'euros, 96 exactement. Même chose pour RTE. Quand les maîtres d'ouvrage sur des investissements sur les réseaux de distribution, le maître d'ouvrage n'est pas le concessionnaire Enedis, mais les autorités concédantes, il y a aussi des besoins que nous avons estimés pour notre part à 20 milliards d'euros, ce qui nécessite nécessairement une adaptation de ces réseaux et des investissements si on veut se donner les moyens de réussir la transition énergétique. Si on ne le fait pas, par exemple, s'agissant ça sera mon point final, du raccordement des ENR, des installations d'ENR, on voit que les délais de raccordement ont tendance à s'allonger, ce qui est aussi très mal vécu sur le terrain, puisque nos collectivités ou des producteurs privés, je dirais, lancent des projets. Les délais de raccordement s'allongent parce que les réseaux ne sont pas toujours en capacité d'accueillir ces productions injectées, je dirais, sur les réseaux de distribution, ce qui est le cas, je dirais, au moins à 95%, 95% des cas. Alors que, je dirais, le foncier disponible et le développement des énergies renouvelables, c'est en zone rurale qu'il se passe principalement. Donc, ce qui, là aussi, pose un problème compte tenu de ce délai d'allongement des raccordements des énergies renouvelables au réseau. Voilà quelques exemples un petit peu qui traduisaient un petit peu les préoccupations de nos collectivités dans le secteur de l'énergie. Merci. Pour continuer sur la partie eau, à la fois le petit cycle de l'eau, les services publics d'eau et d'assainissement, et puis le grand cycle de l'eau, donc tout ce qui concerne le pluvial, le ruissellement, l'érosion, la GEMAPI, le trait de côte. Deux éléments, là encore, sur la question du financement, et puis ensuite sur la question de la libre administration des collectivités. Je pense que tout le monde a conscience alors on appelle ça un mur d'investissement traditionnellement sur l'eau, à la fois lié au renouvellement d'équipements qui sont déjà anciens et donc qui de toute façon doivent désormais être renouvelés, avec une situation dérèglement climatique et crise biodiversité qui conduit à devoir faire des adaptations, à envisager des modifications parfois assez substantielles des ouvrages. Idem sur les pollutions et les nouvelles, alors à la fois des pollutions qui existent et en tout cas la connaissance de par les scientifiques des effets sanitaires ou environnementaux d'un certain nombre de polluants et qui nécessitent donc à la fois de travailler sur la préservation de la ressource, mais aussi, dans un certain nombre de cas, de renforcer les moyens de potabilisation de l'eau et de traitement des eaux usées pour respecter les normes. En gros, on est sur un investissement qu'on estime entre 3 et 6 milliards d'euros supplémentaires par an à horizon 2030-2035, donc ce n'est pas une marge d'un seul coup, mais enfin c'est la trajectoire qu'il faut envisager, c'est-à-dire pas loin d'un doublement, enfin entre 50% et 100% par rapport au niveau d'investissement actuel, étant entendu que donc ça couvre les renouvellements nécessaires et les adaptations et traitements supplémentaires.
sachant aussi que c'est un peu moins vrai pour les réseaux, où on devrait pouvoir ensuite faire des économies sur les réparations de fuite. En revanche, sur la partie traitement, hein, tant eau usée que eau potable, c'est aussi une augmentation des coûts d'exploitation. Hein. Une station de traitement de pesticides et PFAS, c'est du x3 en consommation d'énergie et c'est du quasiment x3 aussi en termes de prélèvement d'eau liés aux besoins spécifiques des usines. PFAS, pesticides. Les PFAS les plus compliqués et les pesticides les plus compliqués. Donc face à ça, évidemment, on a le soutien des agences de l'eau. L'arrêté sur la loi de finances sur le plafond mordant n'a pas été tenue par rapport aux objectifs du plan eau, puisqu'il était prévu 175 millions d'euros supplémentaires à partir de 2025. L'arrêté sur le plafond de dépenses qui devait d'ailleurs être supprimé, hein, mais n'a pas été supprimé. L'arrêté a été publié au JO aujourd'hui et on est de toute façon aussi très loin du compte. Et sur le petit cycle de l'eau, compte tenu du fait qu'il n'y a plus de prime d'épuration, on est même en baisse par rapport au 11e programme des agences de l'eau. Donc on est plutôt entre 3 et 6 milliards d'euros supplémentaires par an à envisager et on n'est pas du tout dans cette trajectoire d'augmentation des aides des agences de l'eau. Sur le grand cycle de l'eau, on est là aussi en fragilité. Alors le fonds Barnier a été légèrement augmenté. Néanmoins, là encore, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur des dépenses supplémentaires et des effets de levier de 5 à 10%. C'est tout à fait insuffisant par rapport aux objectifs. Deuxième point plutôt sur la question de la libre administration, et là je reviendrai moins sur le petit cycle de l'eau parce que finalement les choses s'adaptent globalement plus ou moins bien, mais globalement s'adaptent, même si il y a clairement des souplesses qui devraient être accordées, notamment sur les règles de tarification, qui sont aujourd'hui quand même, qui restent très contraintes, et qui empêchent les collectivités de trouver des modèles de tarification et donc d'adapter leur stratégie de financement de moyen et long terme en fonction des types d'usages, hein, en particulier les usages intermittents. Vous pouvez détailler justement les règles de tarification, ce qui contraint, ce qu'on peut assouplir? En particulier, en matière de tarification, on distingue les habitations au sens large, mais pas spécifiquement les résidences principales sur lesquelles on a des résidents permanents qu'il faut effectivement protéger, et puis des résidents très saisonniers ou intermittents qui coûtent cher en investissement, puisque l'investissement, c'est la journée de pointe, en période en général où il y a le plus de problèmes de ressources. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre de tarification différenciée sur les résidences principales et les autres types d'habitations. Voilà un exemple. Qui touche aussi à des questions d'équité, hein, entre les usagers. Il y a d'autres éléments, hein, on pourra vous communiquer des propositions là-dessus, aussi sur la lutte contre les impayés, par exemple. Hein, on était auditionné il y a un petit mois sur le même sujet des impayés, sur lequel il y a un certain nombre de propositions. Sur le grand cycle de l'eau, c'est plus marqué en termes de gouvernance, alors avec encore aujourd'hui une certaine souplesse, mais on voit la tentation de l'État de reprendre en main la gouvernance des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau. Hein, donc on se plaint souvent d'une faible mobilisation des élus dans ces instances, mais aussi d'ailleurs des représentants des autres secteurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit année après année ces comités de bassin devenir des chambres d'enregistrement ou éventuellement des chambres des pleurs, mais pour lesquelles il n'y a pas de traduction concrète. Hein. La deuxième chose, c'est la tentation de vouloir organiser toute la gestion du grand cycle de l'eau de manière uniforme,
hein, avec des clés, des sages. Donc intellectuellement, il n'y a rien à redire, hein, mais l'échelle du bassin versant n'est pas forcément la plus adaptée, ou en tout cas ne prend pas en compte les eaux souterraines. C'est très bien pour les surfaces, ça se voit bien, une rivière. Les eaux souterraines, on ne les voit pas, elles sont en dessous par définition. Et ce n'est pas forcément les mêmes périmètres géographiques. Or, vouloir mettre tout dans un même périmètre géographique et administratif, on doit superposer des choses différentes. La deuxième chose, c'est qu'il y a des territoires dans lesquels c'est extrêmement sensible. Il y a des territoires sur lesquels, aujourd'hui, on n'est pas encore, on le sera bientôt, mais on n'est pas encore sous des tensions extrêmes. Et vouloir à tout prix forcer les collectivités et les différentes parties prenantes à constituer des clés, à s'engager sur des procédures de schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui prennent en moyenne 10 ans, dans une vision purement administrative des choses, hein, sans prise de conscience, sans stratégie politique, c'est mettre un outil sans avoir préalablement fait les diagnostics et organisé au niveau politique les discussions. Et donc ça conduit à faire des coquilles un peu vides et des structures qui finalement ne servent pas à grand-chose. Et donc là encore, laissons les territoires, et il faut les inciter à prendre conscience des enjeux, mais sans être dans une logique purement administrative avec un modèle, un format uniforme, valable pour tout le monde. Voilà, sur les deux points, financement et organisation. Très bien, merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Vous êtes passé très vite sur la réforme sur l'énergie, là. Donc, vous avez parlé des taxes locales intégrées qui sont maintenant dans l'assise nationale, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'impact que ça a pu avoir sur les finances ? Est-ce que ça a été une baisse des recettes? Est-ce que ça a été compensé, etc. Alors, si on en juge par un rapport de la Cour des comptes qui produit chaque année un rapport sur la santé financière des collectivités, il faut bien distinguer, je dirais, la situation sur l'exercice 2024, puisque la Cour va, je dirais, publier normalement à la fin du mois son rapport, et celui qui fait encore foi, c'est celui de l'année précédente. Donc là, dans ce rapport, ils avaient signalé une augmentation importante, ce qui nous avait amené à réagir de la taxe qui a été perçue par les syndicats d'énergie. C'était simplement, je dirais, un effet qui était lié au chevauchement de l'ancien système où les fournisseurs versaient directement la taxe aux collectivités qui la perçoivent, et la réforme qui s'est mise en place progressivement, elle avait pour objet de transférer le recouvrement de la taxe au service de l'État, aux services fiscaux. Donc la première année, en 2023, les services fiscaux ont commencé à verser aux collectivités le montant de taxe. Alors c'est une axis, c'est sur les volumes, mais ça a été neutralisé la première année. Ils ont pris simplement le montant de l'année précédente qu'ils ont actualisé pour tenir compte de l'inflation, je dirais, et d'un autre paramètre, mais à hauteur de 1%. Et je dirais, cette situation donc a conduit, je dirais, à perturber la situation, parce que pendant ce temps-là, les collectivités ont continué à percevoir il y avait des impayés, des régularisations, ce qui a gonflé artificiellement le montant. Après, s'agissant d'une accise, elle est directement à corréler, je dirais, au rendement et à la consommation d'électricité sur les territoires. Dans une période actuelle où, malgré l'électrification des usages, on note plutôt une consommation d'électricité à tonne. Je crois que l'année dernière, on a retrouvé des niveaux qui étaient plutôt ceux d'il y a 20 ans en arrière. Les collectivités que nous représentons, les syndicats d'énergie qui perçoivent une fraction de cette part communale de l'accise sur l'électricité, constatent une légère, très légère augmentation, une stagnation des montants de taxes qu'ils perçoivent. Donc c'est directement corrélé. Alors après, ce qui a permis, je dirais, de maintenir un certain niveau, évidemment, c'est la corrélation de l'inflation. Cette année, en 2025, ça va être un peu différent, puisque ça va être basé sur une consommation, c'est toujours cet exercice antérieur, où il y a cette, je dirais, atonie de la consommation d'électricité, et par ailleurs, l'inflation a eu plutôt tendance, je dirais, à baisser. Donc les collectivités que nous représentons s'attendent plutôt à une relative baisse, hein, puis ça dépend de la dynamique de la consommation sur les territoires. Il y a des territoires qui sont dynamiques, d'autres qui le sont moins. Voilà.
Pour vous donner un ordre de grandeur, la Cour des comptes, c'est à peu près de l'ordre de 800 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié du produit national, sachant que des syndicats d'énergie ne l'aperçoivent pas nécessairement pour leur propre compte. Certains l'aperçoivent pour le reverser à leur commune, parce qu'il y a des communes qui avaient intérêt, ça permettait de faire du contrôle, etc. Ça leur a semblé beaucoup plus efficace. Donc, et les reversements, on les a estimés entre 250 et 300 millions d'euros. Le reste est directement investi, et c'est vertueux, c'est-à-dire l'argent, la taxe qui est payée par le consommateur d'électricité est réinjectée sur son territoire via le syndicat d'énergie sous la forme d'investissement pour justement mettre à niveau les réseaux, les rendre plus résilients, les adapter à la transition énergétique, ou pour, s'agissant, il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement, mais ça c'est un point très important qu'on voulait souligner, c'est pour, je dirais, développer les services d'ingénierie technique et financière au sein de ces grandes structures spécialisées, et ça nous paraît aussi un levier important et efficace. Les petites communes rurales qui sont membres des syndicats, mais aussi les comités de communes de taille petite ou modeste, souvent n'ont pas les moyens, je dirais, financiers de se doter d'ingénieurs ou de techniciens pour, je dirais, être des acteurs opérationnels de la transition énergétique. Et le syndicat d'énergie a recruté, pour que ce soit le programme acté, pour faire du diagnostic, pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour aider les communes à jouer leur rôle et à contribuer activement à la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire. Un effet d'optimisation et de mutualisation. Et là, on arrive à porter des programmes. On arrive à porter des programmes quand collectivement on a une massification plus importante. Et ça fonctionne assez bien dans les différents services d'activité qu'on gère avec nos adhérents. Très bien. Vous avez parlé d'une forme de fin des politiques de soutien ou d'un stop and go entre ces différentes politiques. Est-ce que vous avez constaté depuis un peu ces aléas sur ces politiques publiques nationales une baisse du nombre de projets, ou en tout cas un ralentissement de la part de vos adhérents des volontés d'investissement? Et si vous arrivez à le chiffrer à peu près. Alors c'est effectivement cet arrêté S21 sur le photovoltaïque a donné quand même un coup de frein sérieux aux différents projets. On a cité plusieurs collectivités qui avaient investi soit financièrement dans du matériel dans le cadre d'achats groupés pour essayer d'avoir des prix attractifs pour leur collectivité et qui se retrouvent avec des stocks sur les bras. Mais elles avaient aussi investi en termes humains, puisqu'on a des ETP qui avaient été recrutés pour faire le boulot. Et on s'aperçoit, là, vu l'équilibre économique qui est un peu rompu, puisque ça a été assez brutal et quelquefois même un petit peu rétroactif, bien on se retrouve avec pas mal de collectivités, de petits maires qui finalement arrêtent leurs projets. Alors on n'a pas quantifié complètement le sujet parce que c'est relativement récent et le temps de faire remonter les propos, les projets, etc. On essaye de le faire au niveau de notre fédération, mais on a senti quand même un coup de frein assez sérieux. Et ça vise essentiellement les petits ou moyens projets. Donc c'est vraiment ce sur quoi nos adhérents misaient. Alors on leur a dit de solariser leur parking, solariser leur toiture pour essayer de travailler en autoconsommation collective, avoir un gain potentiel sur leur facture, voire faire d'autoconsommation solidaire avec les lotissements voisins en se servant des bâtiments scolaires quand c'était la période de congé, etc. Donc il y avait une vertu qui était initiée, une demande dans la réglementation, une obligation d'y aller, et puis finalement, patatras. Et donc là, on sent quand même un retour en arrière, d'autant plus qu'on arrive dans la partie de la fin de mandat, et les élus se posent des questions sur les différents projets à prioriser. Vont bientôt, là, au second semestre, rentrer dans l'activation du renouvellement de leur candidature municipale, et donc on sent qu'on va arriver dans une période un peu creuse. Donc tout ça, conjoncturellement, fait qu'il y a un frein global qui s'est mis en place sur ces sujets. Peut-être deux compléments, oui, Régis. Juste un tout petit complément qui n'est pas directement lié au prix de rachat photovoltaïque, même si ça aura une incidence. C'est que dans le même temps, on a une nouvelle directive européenne sur l'assainissement. Il y a un rapport de l'EDD, IGF d'ailleurs, qui a été publié la semaine dernière, qui note que l'écart entre l'évaluation par la Commission et leur première estimation sont dans une fourchette très très importante, beaucoup plus élevée. La directive, elle prévoit notamment un objectif c'est pas simplement un objectif, une obligation de neutralité énergétique des services d'assainissement à au moins 80%, les 20% restants étant de l'achat d'électricité entre guillemets verte.
hein. Et c'est vrai que si on freine dans le même temps les possibilités de mettre en place de la méthanisation sur les boues d'épuration, du photovoltaïque sur les bâtiments, et éventuellement de la récupération de chaleur, enfin sur les bâtiments, sur les aires d'alimentation de captage, enfin on n'atteindra jamais les objectifs de 80% d'autoproduction. À quel horizon 80%? C'est 2045, ouais. Donc on a 20 ans, mais je veux dire, ça se commence maintenant, sûr, sachant que c'est des objectifs qui sont crantés dans le temps, hein. C'est 20% pour 2030, et puis ensuite 2035, 2040, 2045. Alors la question, c'est étant toujours de savoir qui commence, mais en attendant, c'est vrai que si c'est pas engagé, les projets de 2030, ils sont engagés aujourd'hui. Donc si on n'a pas de visibilité, les collectivités et leurs exploitants, soit ils attendent et on ne tiendra pas les délais, soit ça fragilise complètement leur modèle économique. On a un deuxième sujet sur lequel on a senti un peu aussi un recul, c'est l'éclairage public. Vous savez que le Fonds vert avait, en tout cas pour ce qui concerne nos collectivités, extrêmement bien fonctionné, avec un nombre de dossiers, puisqu'on avait une ingénierie à une maille suffisante, on parlait d'optimisation, de mutualisation, et nous on a pu sortir des dossiers aux préfectures de façon assez récurrente et tout le temps en alimentant le système. Et là, il y avait vraiment un engouement et une prise de conscience assez forte, où on a pu quand même faire un effort substantiel. C'est d'ailleurs ça qu'on a retrouvé dans la sobriété en quelque sorte, et une partie des baisses de consommation se sont retrouvées sur l'éclairage public, qui était le talon. Alors, au départ, consommation nucléaire, mais voilà, là, petit à petit, on change en LED, donc on a un gain, y compris pour les collectivités, hein, suite à la crise financière qu'il y a eu. Donc ça, c'était extrêmement positif. Donc nous, on voyait vraiment les gains en termes de ce programme, de ce fonds vert. Et le fait qu'on revienne un petit peu dessus, qu'on baisse la voilure, etc., c'est vrai que les élus ralentissent, se requestionnent sur le sujet, est-ce qu'on y va ou pas, alors que finalement, on pense que collectivement, il y a un enjeu pour la transition écologique, pour la biodiversité, pour le développement durable, etc. Donc ça, ce sont vraiment les deux volants sur lesquels on a senti un frein. Et peut-être un troisième point, c'est sur la mobilité décarbonée aussi. Vous savez qu'il y a eu un soutien de l'État assez fort avec les plans d'investissement d'avenir, l'ADEME, l'Advenir, etc. Et là, le modèle économique côté des collectivités, avec la mobilisation forte autour des grands axes autoroutiers, du privé, on va dire ça au sens large, fait que le côté collectivité dans les zones plus reculées, en ruralité, etc., n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc le soutien qui existait, qui a été aussi diminué, fait que certains élus se posent des questions sur la rentabilité du modèle, hein, puisque normalement le SPIC doit payer le SPIC. Quel coût on met pour que les usagers viennent quand même se sourcer en électrique, mais pas que. On parlait du GNV ou du bio-GNV, il y a aussi un gros sujet sur la mobilité lourde. Et tout ça, on sent qu'il y a une sorte de coup d'arrêt. Alors on parlait de stop and go, mais nous on aime bien aussi dire c'est une marche en avant, mais aussi une marche en arrière. Et on est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression qu'on fait un ou deux pas en avant, puis que derrière on fait 2 ou 3 pas en arrière. Voilà le sentiment qu'on ressent par rapport à... Avec pour vous une remise en cause des objectifs qui ont été fixés à travers les stratégies de planification de l'État. Oui, alors juste un petit mot là-dessus, si vous me permettez, c'est les zones d'accélération qui étaient prévues par la loi APER. On a bien vu ce que ça a donné. On voit que finalement, c'est quasiment 2 tiers des collectivités qui se sont penchées sur la question avec des délibérations. On avait d'ailleurs demandé au niveau de notre fédération à pouvoir décaler un tout petit peu temporellement le sujet, parce que c'était vraiment aussi une mise en route très à marche forcée. Donc on a eu un décalage au printemps, ce qui fait qu'on a eu quand même les 2 tiers des collectivités qui ont répondu. Mais quand on regarde dans le détail, on a fait une petite étude au sein de notre fédération. Finalement, sur les 2 tiers qui ont répondu, il y a quasiment 1 tiers qui ne savait pas trop quoi répondre et qui a soit coché toute la commune, soit rien coché du tout. Donc quand on va commencer à aller dans la finesse des dossiers pour regarder comment ça se présente sur un territoire, ça va être plus compliqué que ce qui est prévu. Donc on a une petite alerte par rapport à ça. Et peut-être le dernier point aussi d'alerte sur l'organisation, c'est la mise en place de schémas régionaux, qui fait que dans la gouvernance locale, la libre administration des collectivités, on a quand même un pilote avec une coiffe un peu régionale, qui fait que souvent on ne prend pas forcément en compte le projet local pour le faire remonter dans la dynamique régionale. Et donc à ça s'ajoute ce qu'on a dit sur les financements des réseaux, qui fait qu'il y a une sorte d'engorgement
On a les S3R ENR, ce qu'on appelle les schémas régionaux de raccordement des ENR, qui sont globalement assez saturés sur l'ensemble des territoires, à tel titre qu'on nous dit qu'il n'y a plus de possibilités, de capacité, d'accueil pour les énergies renouvelables. Donc tous les projets dans lesquels les collectivités se projettent sur la durée du mandat, par exemple, eh bien, ils sont bloqués quelque part, parce que derrière, ils ne sont pas sûrs que ça soit accepté. Okay. Voilà, c'est RTE qui bloque ou... C'est le système qui fait qu'on n'a pas pris conscience de la montée en puissance de ces sujets-là, avec des gros parcs éoliens, des gros parcs photovoltaïques, et sur certains endroits, on a des congestions de réseau qui fait que si on ne redimensionne pas avec des postes sources, et typiquement RTE nous dit que c'est 2 à 3 postes sources par département qu'il faudrait recréer, quand on sait que c'est 5-6 ans pour un poste source, alors même si on a une loi de simplification administrative qui essaie de réduire les choses à 3 ans, on a quand même devant nous un certain temps, le temps que tout ça se mette en musique. Donc voilà, il y a un petit coup d'alerte par rapport au projet qui était enclenché avec des programmations pluriannuelles qui étaient prévues sur table, avec des dossiers sur table, et qui fait que maintenant, quand on veut les mettre en route, en œuvre, et ben on s'aperçoit que ça coince là, ça coince là, ça coince là. Et finalement, on regarde là où il y a moins de problèmes, et on se dit dans quel horizon je dois m'engager. Voilà. Oui, par rapport à ce que vous dites, moi j'ai un cas qui me revient à l'esprit par rapport à une commune qui avait un projet photovoltaïque, permis de construire accordé. Par contre, le raccordement, on lui dit pas de 5 ans. Donc concrètement, ça va tomber à l'eau parce que le permis sera fini, quoi. On a un retour de beaucoup d'élus quand même, je ne vais pas dire majoritaire, mais quasi, sur le fait qu'en fait, pour engager un projet de transition écologique, je mets tout le monde dans la boucle, ça va au-delà du mandat. C'est-à-dire le temps de faire les enquêtes, de voir avec les citoyens l'acceptabilité, les marchés à organiser, etc. Et donc on dépasse allègrement le mandat. Donc on a un mal fou à se projeter, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, les élus, il y a moins de continuité, on va dire, qu'auparavant. Et finalement, pour aller jusqu'au bout d'un projet territorial, on a des difficultés. Alors la force de nos adhérents, c'est que comme ils mutualisent, ils aident pour les PCAET, par exemple. Et là, on pense qu'au niveau de l'interco, il n'y a pas toujours l'ingénierie derrière. Donc quand on mutualise avec une couche supplémentaire un peu plus large, on arrive à accompagner le dispositif et aller sur des sujets comme ça. Mais ça reste quand même assez modeste quand on regarde le nombre de PCAET sur l'ensemble du territoire. Ça a été voté au dernier PLF. On a voté un fonds territorial climat justement pour accompagner les PCAET. Est-ce que c'est approprié par vos adhérents ou pour l'instant on est encore en phase de test un peu sur ça? Alors le fonds climat territorial, je ne sais pas, tu peux en dire un mot, David? Oui. Alors on en a pris acte, je crois que c'est une enveloppe de 200 millions d'euros pour la mise en œuvre des PCAET. En fait, les syndicats d'énergie que nous représentons, eux, sont, je dirais, au service, ce sont des acteurs opérationnels de la mise en œuvre. Certains, d'ailleurs, il y a un dispositif dans la loi qui leur permet, non pas de se substituer, mais d'accompagner. Il y a aussi une demande de nombreuses communautés de communes d'être accompagnées dans l'élaboration de leur PCAET. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais les PCAET, c'est une loi de création des lois Grenelle 1 ou Grenelle 2. Aujourd'hui, combien d'obligés, puisque c'est les EPCI de supérieurs à 20 000 habitants, ont effectivement adopté leur PCAET, c'est encore en cours. Je dirais que les syndicats d'énergie, eux, sur une maille territoriale importante, sont là pour accompagner leurs membres. Alors des fois, c'est les communes, mais il y a aussi des fois des EPCI, les communautés de communes. Et ce qui les intéresse avant tout, c'est la mise en œuvre de projets à un stade opérationnel. Donc il faut voir ce qu'on entend par PCAET. Tout à l'heure, on parlait le fonds vert, l'éclairage public. C'est vrai que ça a bien marché. Pour faire des déplacements, souvent le préfet avait une enveloppe. Et le problème après, c'est qu'il faut un acteur public local qui ait la capacité à monter des dossiers rapidement, des dossiers sérieusement, et à mobiliser surtout les entreprises qui sont derrière. Et ça, pour avoir assisté à plusieurs interventions avec des préfectures, etc., les préfets ont beaucoup sollicité, je dirais, les syndicats d'énergie pour leur capacité et leur expertise technique et financière. Et s'il y a vraiment un point fort sur lequel on souhaite insister, c'est l'optimisation, je dirais, de l'ingénierie. Alors c'est vrai qu'entre les services ou les agences de l'État dont on parle beaucoup en ce moment, CEREMA, ANCT, les départements, les EPC à fiscalité propre,
Nous, on défend l'idée, pour des effets d'échelle et des synergies, aussi de coordination entre les réseaux, donner un rôle et reconnaître un rôle aux grands syndicats d'énergie. Il y a des grands syndicats aussi dans d'autres secteurs techniques, le transport, le traitement des ordures ménagères, etc. Et l'avantage aussi qu'on y voit, c'est que c'est la proximité et la gouvernance. Il y a un problème, par exemple, d'acceptabilité de la part de la population, les élus nous le disent, des projets d'ENR, et singulièrement des projets éoliens. Je dirais la force des syndicats d'énergie, c'est d'avoir conservé un mode de gouvernance où les communes, avec des secteurs géographiques, si c'est pour faire une grande structure à une maille qui n'est pas visible de la part du terrain, ça ne sert à rien. Mais ils ont conservé avec des comités territoriaux, etc. Et il y a un processus aussi d'adhésion directe des communes. Alors, à un moment, ça a été assez stigmatisé, et on pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que pensent les élus de la fédération, c'est plutôt un atout d'avoir une structure, je dirais, de grande taille, un atout pour la mise en œuvre de la transition énergétique spécialisée, avec un mode de gouvernance qui fait que les communes participent à la gouvernance de ces grands syndicats techniques. Voilà. Alors, plusieurs éléments. Oui, qui va payer, hein, bon, de toute façon, il n'y a pas d'illusion à se faire. Ce sera d'abord l'usager de l'eau et de l'assainissement. On est sur un modèle de service public à caractère industriel et commercial, donc c'est un financement par redevance par l'usager. La question étant quand même de savoir... d'une part, que les dépenses qui sont générées par d'autres activités doivent prendre en charge une partie des coûts, hein, à un pollueur ou responsable payeur. Alors, c'est pour partie ça devrait pour partie être le cas sur le traitement d'un certain nombre de micropolluants en matière d'assainissement des eaux usées, hein, puisque la directive aux résiduaires urbaines de décembre dernier, enfin du 27 novembre, mais prévoit la mise en place d'une redevance de responsabilité élargie du producteur sur une douzaine de micropolluants qui se trouvent essentiellement dans les résidus de médicaments et de cosmétiques, et qui doivent, selon la directive, prendre en charge 80% des surcoûts de traitement, hein, investissement et exploitation. Bon, il y a une tentative, je ne sais pas si elle sera concluante, hein, au niveau européen, auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, d'annuler cette disposition. Mais c'est vrai que si on ne veut pas voir les factures exploser, hein, c'est-à-dire une trajectoire de plus 50, voire même doublement des redevances, il faut que les responsables d'un certain nombre de pollutions prennent en charge les coûts. Je précise surtout que, là encore, ces augmentations, elles seront d'autant plus importantes sur les territoires ruraux qui dépendent d'une multitude de ressources en eau distinctes, qui n'ont pas de grosses usines. Ça peut arriver dans certains départements, hein, en Loire-Atlantique, en Vendée, où c'est quelques unités de production et un très grand réseau. Mais sur les territoires qui dépendent d'une multitude de petites ressources, le traitement de l'eau, pesticides, PFAS, peut conduire, hein, on a des simulations, on a travaillé avec l'IGEDD, l'IGS et le CGAER là-dessus, on peut être sur d'ores et déjà sur plus que doublement du prix simplement pour le traitement de l'eau potable, parce qu'on ne peut pas réaliser les économies d'échelle qui peuvent être réalisées sur les très très gros services ou sur les très grosses unités de production. Donc les territoires ruraux sont les plus vulnérables. Ça veut dire que il faudra de toute évidence qu'il y ait des péréquations à l'échelle bassin ou à l'échelle nationale qui permettent aux territoires ruraux sur lesquels on n'aura pas d'économie d'échelle possible, et quand bien même on regrouperait à l'échelle des communautés ou de grands syndicats,
ça restera des petites ressources en eau et donc des petites unités de traitement ou énormément de canalisation. C'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, les coûts seront de toute façon plus élevés. Et donc, il y a des péréquations et des solidarités qui doivent jouer. Et puis derrière, il y a quand même une assez faible utilisation des fonds européens sur le secteur de l'eau, en France en général, hein, même sur le grand cycle, et quasiment pas du tout sur le petit cycle. Alors, il y a des contraintes qui sont fixées par la Commission européenne, hein, mais il y a aussi sur l'utilisation FEDER, en particulier, des choix qui sont faits par les États, hein, puisqu'ils ne peuvent pas mobiliser les fonds européens sur tous les secteurs, et l'eau a systématiquement été mise sur un secteur non aidé. Et compte tenu des enjeux, adaptation, pollution, en particulier sur le milieu rural, il y a certainement des leviers à activer côté européen. Parce que sinon, ces 3 à 6 milliards d'euros, plus les coûts d'exploitation, ils ne seront pas mis. Hein. Et donc, l'espèce de bourrelet d'investissement qu'on a devant, qu'on pousse sur le renouvellement, il va devenir de plus en plus important, mais il sera repoussé. Et le mur aujourd'hui, je ne suis pas un adepte du terme du mur d'investissement. Pour le moment, il y a une pente forte, mais effectivement, plus on attend, plus elle va devenir, plus la pente va être raide, et on arrivera effectivement à un moment donné face à un mur si on ne donne pas les moyens d'investir aujourd'hui. Oui. Alors, bon, il y a des aides spécifiques pour les anciens pays du bloc de l'Est et les nouveaux adhérents, mais pour en discuter avec les élus, par exemple, du nord de la France, qui ont des travaux communs avec les Belges, ils savent beaucoup mieux les utiliser et orienter leurs projets pour mobiliser ces fonds européens. Eh bien, écoutez, merci, c'était très intéressant. Allez-y, si vous avez une conclusion. Je voulais juste insister, parce qu'on a parlé un tout petit peu de numérique tout à l'heure. Oui, bien sûr. Encore des gros investissements à venir sur le numérique. Et vous, qu'est-ce que vous intégrez dans le numérique? Parce qu'on a voté récemment, et ça va arriver à l'Assemblée bientôt, des investissements nécessaires en cybersécurité qui ont concerné beaucoup les collectivités. Très bien, allez-y. Je voulais évoquer ce point-là, puisque comme on est dans les services publics locaux qu'on gère côté collectivité, on va devoir se mettre au niveau sur différents aspects. Alors on attend le projet de loi Résilience REC et NIS 2 sur la cyber et la mise en place de tout ça. Donc il y a tout un tas d'opérations à mettre en place dès lors qu'on est au-dessus de 30 000 habitants, etc., ce qui est le cas quasiment de nos collectivités, donc sur l'eau, l'énergie, les déchets, il y a tout un tas de sujets, et donc des investissements quand même colossaux qui sont devant nous pour la mise en place des SI, de la cybersécurité, des cyberattaques. Donc on voulait quand même vous dire un petit point là-dessus, d'attention. Alors on ne connaît pas encore tous les tenants, les aboutissants, combien ça va coûter, mais les premier retour qu'on a sur certains territoires, c'est quand même au niveau départemental, c'est de l'ordre de la centaine de millions d'euros à mettre en place pour se mettre au niveau. Sachant qu'il y a plusieurs, comme vous le savez, plusieurs systèmes, notamment dans la santé, qui ont été attaqués. Donc on est assez vigilant là-dessus, parce que derrière, ça met en carafe tout un système. La facturation qui va derrière, on en parlait avec déjà des problématiques d'impayés ou autres, la précarité. Donc voilà, un petit point d'alerte sur cet aspect-là, dont on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, mais qui est un sujet de préoccupation fort de nos adhérents en ce moment. On l'avait intégré, nous, quand on a étudié le texte ici au Sénat. C'est une des incertitudes qui pèsent encore sur ce texte, le soutien aux collectivités. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci. Au revoir. Permettra, on avait vu un